Il y a 20 ans, une jeune femme se tenait sur un pont au-dessus des eaux tumultueuses de l'océan, faisant confiance à la femme qui l'avait élevée. En un moment de violence, cette confiance fut brisée lorsque des mains la poussèrent dans les profondeurs sombres. Aujourd'hui, cette même femme marche dans les rues de la ville, vivante, transformée, et prête à recouvrer une dette qui a grandi pendant 2 décennies. Ceci est son histoire. Bonjour, belles âmes. Avant de nous plonger dans cet incroyable récit de trahison et de vengeance, laissez un commentaire et dites-moi d'où dans le monde vous regardez. J'adore me connecter avec vous tous, spectateurs incroyables. Maintenant, plongeons dans cette histoire qui vous laissera sans voix. Adana n'avait que 19 ans lorsque son monde s'est effondré. Son père était mort 3 ans plus tôt, la laissant avec Obiajli, la femme qu'il avait épousée quand Adana n'avait que 12 ans. Pendant 7 ans, Obiajli a parfaitement joué le rôle de belle-mère attentionnée. Elle cuisinait les plats préférés d'Adana, lui tressait les cheveux, l'aidait même à postuler à l'université. Mais derrière ses sourires chaleureux vivait un cœur plein de poison. Ce poison avait un nom, l'argent. Le père d'Adana était riche, possédant 3 immeubles en plein cœur de la ville et une entreprise de construction qui rapportait des millions chaque année. Dans son testament, il laissait tout à sa fille unique, Obiajli étant sa tutrice, jusqu'à ce qu'Adana ait 21 ans. Encore seulement 2 ans, et Obiajli perdrait le contrôle de la fortune qu'elle en était venue à considérer comme la sienne. Ce mardi matin a commencé comme les autres. Obiajli préparait le petit déjeuner en fredonnant doucement, comme toujours. Mais quelque chose était différent. Ses mouvements étaient trop prudents, ses sourires trop éclatants lorsqu'elle a suggéré de prendre la voiture pour aller rendre visite à la tante d'Adana dans la ville voisine. La jeune femme ressentit un étrange frisson, mais accepta quand même. Après tout, c'était la femme qui l'avait élevée. Le trajet commença normalement. Elles discutèrent du prochain anniversaire d'Adana, de ses projets pour l'entreprise et de son nouveau petit ami. Mais alors qu'elles approchaient du pont de la lagune, les mains d'Obiajli se crispèrent sur le volant. Elle s'arrêta soudainement, prétextant que la voiture faisait des bruits étranges. Elles sortirent toutes les deux pour vérifier, les vents de l'océan fouettant autour d'elles tandis que les voitures filaient sur l'autoroute très fréquentée. Debout au bord du pont, regardant les eaux agitées en contrebas, Adana sentit à nouveau ce frisson. Obiajli se plaça derrière elle. Et pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Puis Obiajli parla, sa voix complètement différente, froide et tranchante comme du verre brisé. Tu penses que tu mérites tout ce pour quoi ton père a travaillé. Tu penses que parce que tu partages son sang, tu es meilleur que moi. Mais j'ai bâti cette vie aussi. J'ai fait des sacrifices, moi aussi. Et je ne laisserai pas une enfant gâtée tout me prendre. Avant qu'Adana ne puisse se retourner, avant qu'elle ne puisse saisir la haine contenue dans ses mots, elle sentit des mains s'abattre violemment contre son dos. Le monde tourna tandis qu'elle tombait, le pont se rétrécissant au-dessus d'elle alors que l'eau sombre se précipitait à sa rencontre. La dernière chose qu'elle vit avant de frapper les vagues fut le visage d'Obiajli, déformé par la satisfaction, regardant d'en haut. L'océan était impitoyable. Le courant traîna Adana sous l'eau, remplissant ses poumons d'eau salée tandis qu'elle luttait désespérément pour atteindre la surface. Sa force s'épuisa rapidement, et alors que l'obscurité s'approchait, elle pensa à son père, se demandant si elle le reverrait bientôt. Mais le destin en avait décidé autrement. Elle se réveilla 3 jours plus tard dans un petit village de pêcheurs, crachant de l'eau de mer sur le sol d'une modeste hutte. Un vieux pêcheur nommé Papa Okafor avait trouvé son corps flottant près de ses filets, à peine en vie. Sa femme, Mama Okafor, qui avait perdu sa propre fille des années auparavant, regarda Adana comme un cadeau du ciel et commença immédiatement à la soigner. Mais Adana n'était plus la même personne qui était tombée de ce pont. L'océan lui avait pris son innocence, sa confiance et son nom. Elle dit au vieux couple qu'elle ne se souvenait de rien, pas même de qui elle était. Ils l'appelèrent Ejoma, bon voyage en langue igbo, espérant que cela lui porterait chance dans cette nouvelle vie. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'elle se souvenait de tout parfaitement. Elle n'était simplement pas prête à reprendre sa vieille vie. Pendant 5 ans, Ejoma vécut avec le vieux couple, aidant Papa Okafor avec son commerce de pêche et apprenant la valeur du travail acharné et de la vie simple. Mais chaque nuit, elle pensait à Obiajli. Elle se demandait quel mensonge la femme avait raconté sur sa disparition. Elle imaginait sa belle-mère vivre dans le luxe, dépensant l'argent qui lui appartenait, dormant paisiblement pendant qu'elle luttait pour reconstruire sa vie à partir de rien. Pendant la journée, Ejoma commença à faire des recherches discrètes. Elle découvrit qu'Obiajli avait signalé sa disparition après un prétendu enlèvement pendant leur trajet. La police avait cherché pendant des semaines, mais n'avait trouvé aucune trace. Finalement, Adana fut déclarée morte et Obiajli hérita de tout en tant que veuve éplorée. La femme avait même organisé de belles funérailles, pleurant dramatiquement en enterrant un cercueil vide. Au fil des années,
le chagrin d'Ejoma se transforma en quelque chose de plus dur et de plus ciblé. Elle commença à travailler avec une organisation d'aide juridique, apprenant le droit immobilier et les droits de succession. Elle économisa chaque centime gagné et lança sa propre petite entreprise, vendant du poisson au restaurant de la ville. Mais ce n'était que le début de son plan. Au bout de sa 7e année dans le village de pêcheurs, Ejoma avait accumulé assez d'argent et de connaissances pour commencer sa vengeance. Elle engagea un détective privé pour suivre les activités d'Obiajli et fut choquée par ce qu'elle découvrit. Sa belle-mère avait non seulement repris les entreprises familiales, mais avait également vendu 2 des immeubles et vivait de manière extravagante. Elle avait un nouveau petit ami, un homme plus jeune qui aimait clairement son argent plus qu'elle. Et elle organisait des fêtes coûteuses tous les week-ends. Mais la découverte la plus douloureuse fut qu'Obiajli avait complètement effacé la mémoire d'Adana de leur maison. Toutes ses photos avaient disparu. Sa chambre avait été transformée en salle de sport. Et la femme disait aux gens qu'elle avait été une enfant ingrate qui s'était enfuie après avoir volé l'argent de la famille. Ce mensonge se répandit dans leur ancien quartier, détruisant la réputation qu'Adana avait eu tant de mal à bâtir. Le feu de la vengeance brûla plus fort. Ejoma passa les 3 années suivantes à planifier méticuleusement son retour. Elle étudia la gestion d'entreprise, apprit l'investigation sur la fraude financière, et surtout, elle rassembla des preuves. Grâce à son détective privé, elle découvrit qu'Obiajli falsifiait des documents et cachait de l'argent sur des comptes offshore. La femme avait non seulement volé l'héritage d'Adana, mais fraudait également le gouvernement en matière de taxes. Au cours de sa 10e année d'absence, Ejoma commença à tâter le terrain. Elle créa une petite entreprise de construction sous sa nouvelle identité, ciblant délibérément des projets proches des entreprises d'Obiajli. Elle voulait voir si la femme la reconnaîtrait. Mais des années de vie difficiles avaient radicalement changé son apparence. Là où elle était autrefois douce et protégée, elle était maintenant mince et forte, avec des cicatrices de ces années près de l'océan et des yeux qui renfermaient des secrets. La première fois qu'elles se rencontrèrent lors d'une conférence d'affaires, Obiajli la regarda sans la voir. La femme était devenue grosse et paresseuse après des années de vie facile, dégoulinante de bijoux qui avaient autrefois appartenu au père d'Adana. Elle écarta Ejoma comme étant juste une autre petite entrepreneuse essayant de rivaliser avec son empire. Cette réaction dit à Ejoma tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Obiajli ne ressentait aucune culpabilité, aucun remords, aucune peur. Elle avait complètement oublié son crime. Pendant 5 autres années, Ejoma renforça sa position et son dossier de preuves. Son entreprise de construction grandit régulièrement, et elle commença à remporter des contrats qu'Obiajli convoitait. Chaque petite victoire était ressentie comme un pas vers la justice. Elle renoua également secrètement avec certains des anciens amis et partenaires d'affaires de son père, des gens qu'il avait connus depuis l'enfance. Lentement, avec précaution, elle commença à semer le doute sur la prétendue mort d'Adana et l'histoire d'Obiajli. Pendant ce temps, Ejoma découvrit également quelque chose qui lui glaça le sang. Elle n'était pas la première victime d'Obiajli. La femme s'était mariée 2 fois avant de rencontrer le père d'Adana. Son premier mari était mort dans un accident de voiture suspect après avoir changé son testament pour l'inclure. Le second s'était noyé dans sa piscine quelques mois seulement après leur mariage, lui laissant tout. La police avait enquêté sur les 2 décès, mais n'avait trouvé aucune preuve solide de meurtre. Cette révélation changea tout pour Ejoma. Elle ne cherchait plus seulement une vengeance personnelle. Elle chassait un prédateur qui tuerait à nouveau si elle n'était pas arrêtée. La femme qui l'avait élevée, qui lui avait tressé les cheveux et lui avait appris à cuisiner, était une tueuse en série calculatrice qui utilisait le mariage comme une arme. Le poids de cette connaissance poussa Ejoma à travailler encore plus dur. Elle entra en contact avec les familles des précédents maris d'Obiajli et partagea ses preuves. Ensemble, ils commencèrent à monter un dossier qui exposerait non seulement le vol de l'héritage d'Adana, mais aussi un schéma de meurtre s'étendant sur plus de 20 ans. Alors que sa 15e année d'exil se terminait, Ejoma se sentit prête à agir. Elle avait bâti une entreprise prospère, rassemblé des preuves accablantes et établi un réseau d'alliés. Mais elle avait aussi autre chose, quelque chose à quoi elle ne s'était pas attendue au début de ce voyage. Elle avait trouvé la paix dans sa nouvelle vie. La fille qui était tombée du pont était gâtée et protégée. La femme qui émergea de l'océan était forte, sage et déterminée. Pourtant, la justice l'appelait. Par un jeudi matin pluvieux, exactement 20 ans après avoir été poussée du pont, Ejoma entra dans les bureaux de l'entreprise de construction d'Obiajli. Elle portait une simple robe noire et tenait une mallette contenant 20 ans de preuves. La réceptionniste annonça qu'une « Mademoiselle Okafor » était là pour discuter d'un partenariat potentiel. Obiajli la fit attendre 1 heure. Un jeu de pouvoir qui aurait intimidé l'ancienne Adana, mais qui amusa seulement Ejoma. Lorsqu'elle entra enfin dans le bureau, elle trouva sa belle-mère exactement comme elle s'y attendait,
assise derrière un bureau surdimensionné dans une pièce décorée d'art coûteux acheté avec de l'argent volé. La femme leva à peine les yeux de son téléphone. Vous avez 5 minutes. Mon temps est très précieux, et je ne rencontre pas habituellement de petites entreprises comme la vôtre. Ejoma s'assit calmement et ouvrit sa mallette. Elle en sortit une seule photographie, une d'elle avec son père pour son 18e anniversaire, et la plaça sur le bureau. Obiageli y jeta un coup d'œil, puis se figea. Le téléphone lui glissa des mains et s'écrasa sur le sol. Bonjour, Obiageli. Je t'ai manqué? Pendant un instant, la femme plus âgée ne dit rien. Son visage passa par plusieurs émotions, choc, peur, confusion, et finalement colère. Elle se leva en tremblant, pointant un doigt manucuré vers Ejoma. C'est impossible. Tu es morte. Je t'ai regardé te noyer. Il n'y a aucune chance que tu aies pu survivre à cette chute. Mais j'ai survécu, répondit Ejoma. J'ai survécu à la chute, à l'océan et à 20 ans de planification pour ce moment. La question est, survivras-tu à ce qui vient ensuite? Le sang-froid d'Obiageli se brisa complètement. Elle commença à faire les 100 pas derrière son bureau, marmonnant pour elle-même que cela ne pouvait pas arriver. Puis elle se tourna vers Ejoma avec la même haine froide qu'elle avait montrée sur le pont. Et alors? Tu as survécu. Et après? Tu n'as aucune preuve de rien. Ce sera ta parole contre la mienne. Et qui va croire une morte qui a disparu pendant 20 ans? Ejoma sourit pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans le bureau. Elle tendit la main dans sa mallette et en sortit une épaisse chemise. Tu as raison sur une chose, Adana est morte il y a 20 ans. Mais Ejoma a été très occupée. Des relevés bancaires prouvant la fraude financière. Des documents d'assurance prouvant que tu as réclamé illégalement des prestations de décès. Et mon préféré, des images de sécurité de ce pont il y a 20 ans, te montrant en train de pousser quelqu'un dans l'eau. C'était un mensonge concernant les images de sécurité. Mais Obiageli ne le savait pas. Le visage de la femme devint complètement blanc et elle s'effondra sur sa chaise. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Je peux te donner de l'argent. Plus que ce que ton père t'a laissé. Nous pouvons tout partager 50-50e. Par effet comme si cela n'était jamais arrivé. Pendant un instant, Ejoma eut presque pitié d'elle. Presque. Puis elle se souvint des funérailles, du cercueil vide et des années où Obiageli l'avait traitée de voleuse ingrate. Je ne veux pas de ton argent, Obiageli. Je veux la justice. Pas seulement pour moi, mais pour tes autres maris. Oui, je suis au courant pour eux aussi. L'accident de voiture, la noyade. Tu as tué des gens pour de l'argent pendant des décennies, et ça s'arrête aujourd'hui. C'est là qu'Obiageli commis sa dernière erreur. Au lieu de supplier pour la miséricorde ou d'essayer de négocier, elle tendit la main vers le téléphone pour appeler la sécurité. Mais 20 ans de planification avaient appris à Ejoma à penser plusieurs coups à l'avance. Alors qu'Obiageli composait, des sirènes de police commencèrent à hurler à l'extérieur du bâtiment. Je les ai appelés il y a 1 heure. Ils viennent te chercher avec des mandats d'arrêt pour fraude, évasion fiscale et 3 chefs de meurtre. Les familles de tes autres victimes attendaient ce jour depuis longtemps. À travers les vitres du bureau, elles purent voir des voitures de police encercler le bâtiment. Obiageli laissa tomber le téléphone et fixa Ejoma avec une haine pure. Tu penses que tu as gagné, mais tu as aussi détruit ta propre vie. 20 ans perdus. Pas de famille, pas d'amis, pas de véritable identité. Ta vengeance valait-elle de gâcher toute ton existence? Pour la première fois, le calme d'Ejoma vacilla. La question la frappa plus profondément qu'elle ne l'avait prévu, car une partie d'elle se posait la même question. Mais ensuite, elle pensa à papa et Mama Okafor qui l'avaient aimée inconditionnellement. Elle pensa au village de pêcheurs qui était devenu sa véritable maison et au travail qu'elle avait accompli pour aider d'autres victimes de fraude. Elle pensa à la paix qu'elle avait trouvée dans sa nouvelle vie. Tu te trompes sur une chose, je n'ai pas gâché ma vie. Je l'ai trouvée. La fille gâtée que tu as poussée de ce pont était faible et naïve. La femme assise ici aujourd'hui est quelqu'un qui a mérité chaque souffle qu'elle prend. Et oui, 20 ans avec un but en valait la peine. Un lourd silence s'installa entre elles. Du couloir parvint le bruit sourd de bottes. Plus proche, plus proche. Puis la poignée de la porte du bureau tourna lentement.